Salut les artistes, aujourd'hui plongeons-nous dans la magie hivernale avec un sujet qui va être plutôt glaçant, c'est-à-dire comment peindre un paysage d'hiver, ou en tout cas comment représenter la neige et la glace. À première vue on pourrait dire que la neige c'est blanc, alors on peint tout en blanc et le tour est joué. Mais est-ce que c'est vraiment aussi simple que ça? Et c'est justement ce qu'on va voir dans cette vidéo. Avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Allez, c'est parti! Avant de commencer à peindre, prenons le temps de nous préparer. Premièrement, vous devez définir le matériel que vous allez utiliser, donc ça peut être de la gouache, du pastel, de l'huile ou du numérique, et ensuite la palette de couleurs que vous allez devoir utiliser. Si on cherche à réaliser un dessin d'observation à partir d'une photo, par exemple, il faudra vous demander quelle photo choisir, quelle couleur choisir pour représenter justement votre référence photo. Si je prends cette photo ou cette photographie, vous voyez que les couleurs vont changer d'une photo à l'autre. Par exemple ici, si je simplifie la photo, donc la première photo, et que je fais la même chose donc avec la seconde photo, et que je simplifie tout ça donc avec des sortes de gros pixels colorés, vous voyez qu'on a deux palettes de couleurs qui sont bien différentes. Sur la gauche, on a des couleurs assez froides et plutôt neutres, et sur l'image de droite, des couleurs plutôt chaudes, voire légèrement violettes, etc. Pourtant, dans les deux cas, c'est un paysage qui est enneigé, avec donc de la neige, de la glace, etc. D'accord? Donc qu'est-ce qui se passe? Pourtant, la neige est censée être blanc. Donc oui, en effet, la neige est censée être blanc, mais si je prends l'exemple d'une feuille blanche, donc imaginons que je prenne donc cette feuille blanche et que je la place à plat, au soleil, elle semblera assez blanche et en fonction de là où la lumière va arriver, en fonction de là où le soleil va arriver par exemple, elle sera plus ou moins éclairée. Si maintenant je prends cette feuille, je la tords légèrement, c'est-à-dire je vais l'arrondir, donc qu'est-ce qui va se passer? Elle va s'assombrir naturellement du côté où il y a de l'ombre. C'est-à-dire le fait d'avoir une courbe au niveau de la feuille va créer une ombre sur cette feuille. Et la neige, c'est la même chose. Si je simplifie avec une sphère, donc comme si je dessinais une sphère sur laquelle je vais apposer un matériau, donc ici la neige, alors la neige va simplement varier de couleur en fonction de la forme de l'objet et donc en fonction de l'ombre de l'objet. Et ça va être la même chose quand on va dessiner la neige, en fonction de la forme du sol par exemple, on va avoir donc les ombres qui vont se dessiner sur la neige, d'accord? Maintenant, si le contexte du papier, c'est-à-dire au lieu de placer ce papier dans un environnement plutôt gris neutre, par exemple, je place le papier plutôt en dehors avec un ciel qui est relativement bleu. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? L'ombre va naturellement se colorer en bleu. Donc la neige, donc, tout comme le papier, aura tendance à réfléchir son environnement et prendre la couleur qui l'environne, la couleur qui l'entoure. Et comme la glace est plutôt réfléchissante, et plus réfléchissante que le papier en tout cas, ce phénomène aura tendance à s'accentuer. Ça veut dire que dans les ombres, on va souvent trouver des couleurs un peu bleutées. Donc ça veut dire également que les couleurs de votre palette seront donc dépendantes de l'environnement et du contexte, donc de l'éclairage que vous avez. Un paysage de coucher de soleil par exemple, comme ici, aura tendance plutôt à réfléchir dans la glace et à modifier les teintes des ombres et les teintes des lumières éclairées, des couleurs un peu chaudes par exemple. Ici, la lumière jaune du soleil va modifier la teinte en apportant du jaune dans les parties éclairées, et les ombres vont réfléchir dans des tons un peu bleutés, un peu violacés par rapport au ciel. D'accord? Deuxième étape donc, on va essayer de résumer et de bien poser les choses. Donc avant de commencer à dessiner, on peut donc imaginer trois configurations différentes. Donc quand il fait moche, avec une lumière qui est neutre et du brouillard par exemple, on peut imaginer des lumières proches des blancs et une ombre qui va aller progressivement vers les tons bleutés, mais ce décalage de teinte vers les bleus sera assez léger. Et ici, on n'utilise donc pas trop de blanc fort car la neige n'est pas forcément soumise à une lumière directe, comme une lumière du soleil par exemple, mais c'est plutôt diffus. Donc ce qui fait que le blanc de la neige, donc les parties éclairées, vont être dans un gris assez léger. Deuxième configuration maintenant, c'est que quand il fait chaud et que le ciel est entièrement ou partiellement dégagé. On peut utiliser des ombres qui vont être un peu plus bleutées et on aura également des couleurs légèrement chaudes pour les parties éclairées. Donc on aura peut-être des violets qui vont être très très clairs, on a du rose pâle qui va être très clair également, voire même les tons un peu orangés qui vont être vraiment très lumineux, ou voire même du jaune un peu comme les couchers de soleil par exemple. Mais tout ça toujours dans une proportion très légère pour les parties éclairées.
Et troisième et dernière configuration, c'est lorsqu'on est face à une lumière qui est plutôt rasante, comme un coucher de soleil par exemple, les ombres vont se colorer en bleu, voire en violet, et les parties éclairées vont aussi beaucoup se teinter. Ça peut être du jaune, du rose, du orange, en fonction des couleurs du coucher de soleil. C'est-à-dire que ça va vraiment dépendre de la couleur que vous avez au niveau du ciel, qui vont refléter dans les parties éclairées et dans les parties qui sont dans l'ombre. Mais dans l'idée, nous pouvons donc retenir que les ombres vont refléter le ciel en se teintant en bleu et les lumières vont se teinter avec des couleurs un peu plus chaudes mais de façon plus légère et toujours moins proche du blanc. Si le sujet de la couleur vous passionne et que vous voulez aller encore plus loin, je vous renvoie à ma formation, donc les bases de la couleur, où j'explique plein de choses intéressantes sur la couleur, notamment le fonctionnement des valeurs, le rapport entre valeurs et couleurs par exemple, les harmonies colorées, les couleurs vibrantes, c'est-à-dire comment rendre vos couleurs un peu plus attractives, un peu plus vibrantes. Et, voilà, enfin bref, donc c'est un sujet qui est passionnant, je vous mets le lien dans la description de la vidéo si ça vous intéresse. Troisième et dernière étape maintenant, donc revenons à nos moutons. Donc si je cherche à peindre cette photo et que j'ai bien défini donc la palette de couleurs, je peux simplement passer au croquis et à la mise en couleur. Donc si vous travaillez à la peinture traditionnelle, vous pouvez commencer par préparer votre toile en appliquant un ocre jaune ou un brun ou un terre de sienne par exemple, de manière assez transparente et de bien laisser sécher avant de commencer à peindre quoi que ce soit d'autre par-dessus. Puis vous pouvez commencer à peindre votre dessin une fois que ce sera sec. D'accord ? Donc de cette façon, vous serez sûr d'appliquer suffisamment de peinture pour masquer le jaune et avoir une couche suffisamment uniforme justement pour masquer le fond. C'est aussi un bon moyen d'avoir une base de couleur chaude qui rendra votre peinture un peu plus vivante, surtout dans les parties lumineuses. Et enfin, c'est un bon moyen également d'avoir une valeur moyenne pour vous laisser plus de marge dans les valeurs lumineuses et plus de marge également dans les valeurs qui sont dans l'ombre. Donc voilà. Ensuite, de mon côté, je commence par peindre le fond avec une couleur qui est assez uniforme et légèrement chaude. Pour l'instant, je ne m'occupe pas des arbres qui sont en fond. D'accord ? Je peins ensuite un aplat coloré pour la lumière et tout le sol avec une couleur légèrement violette assez claire et un rosé assez clair. D'accord ? Je mélange un petit peu les deux, mais j'essaie de rester plus ou moins dans une valeur qui est uniforme. Et cela va me permettre en fait d'avoir une couleur qui est uniforme sur l'ensemble du sol enneigé. Et je fais attention à ce que ma couleur ne soit pas trop lumineuse pour avoir encore plus de marge pour mes valeurs les plus lumineuses. D'accord ? Donc pour apporter des petites touches de lumière après, il faut que cette couleur uniforme ne soit pas trop lumineuse, parce que sinon je vais plus pouvoir ajouter de blanc ou de lumière plus forte par-dessus. D'accord ? Donc il faut essayer d'avoir une valeur qui est légèrement plus sombre. Puis je place tous mes arbres avec une valeur sombre, assez grossière, dans les tons un peu violets, assez grisâtres, surtout pour les parties qui sont au fond, et donc dans les tons un peu violet-rouge, légèrement plus foncés pour les plans qui sont les plus proches. D'accord ? Donc je fais attention à la profondeur atmosphérique, donc avec des plans qui vont être un peu plus lumineux au fond, plus grisâtres, moins saturés en couleurs, et plus je me rapproche, plus on aura des couleurs un peu plus vives, un peu plus fortes. Donc en premier lieu, je me focalise toujours sur les grandes masses de couleurs sans ajouter de détails ou quoi que ce soit d'autre. Donc le but c'est d'être le plus uniforme possible et de rester assez simple même dans les formes. Donc, et c'est uniquement par la suite que j'ajoute des détails. D'accord ? Puis, dernière étape, j'ajoute directement les ombres en me focalisant sur les grandes zones, là encore, donc les grandes zones d'ombre, sans forcément gérer les détails. Donc je n'hésite pas à exagérer et à modifier la référence photo à mon goût, si nécessaire. D'accord ? C'est l'avantage quand on peint les choses, même si c'est une peinture d'observation. Et le but, ça va être de faire ressortir davantage les jeux de contraste entre les ombres et les lumières pour rendre l'ensemble un peu plus intéressant. D'ailleurs, on voit bien que l'ombre n'est pas forcément très bleutée, mais plus dans les tons un peu violets. D'accord ? Voilà, donc l'important ici, c'est de tout traiter avec des grandes zones pour avoir une vue d'ensemble de la profondeur, de la composition et de la couleur. Et c'est seulement à partir de là que vous pouvez commencer à entrer plus dans le détail, pas avant. Donc toujours faire un dessin le plus sobre possible au début avec des grandes masses pour repérer les éléments. Vous voyez, ça crée déjà de la profondeur, ça crée déjà des jeux qui sont très intéressants. Et ensuite, on va rajouter des détails au fur et à mesure.
Et on va pouvoir ensuite ajouter les détails sur les ombres au niveau des troncs d'arbres, les différentes variations qu'on a dans la forêt qui est au fond, les touches de lumière, etc., etc. Donc je vous laisse avec la suite de la peinture et on se retrouve à la fin pour le résultat final. Et voilà l'artiste, donc le paysage d'hiver commence à prendre vie, vous voyez, ça devient assez intéressant avec les différentes étapes qu'on a traversées. Donc j'espère que vous avez apprécié ce petit voyage créatif qu'on a fait ensemble et que vous avez appris quelque chose d'intéressant sur comment peindre un paysage hivernal. Donc si vous êtes chaud pour tenter l'expérience et peindre un paysage d'hiver également, je serais ravi de voir vos créations sur le groupe Discord. Donc c'est gratuit, il y a plein de gens passionnants qui publient leurs dessins de temps en temps. Et puis ça sera intéressant comme ça de mettre en pratique des choses qu'on a vues ensemble dans les différentes vidéos. D'accord ? Donc n'hésitez vraiment pas à le faire et à nous rejoindre sur le groupe. N'oubliez pas également de liker, de partager et de vous abonner pour plus de tutoriels passionnants. Donc je vous dis bon dessin, c'était Greg et je vous dis également à bientôt.